La masse ouvrière canadienne-française forme un prolétariat qui se sent souvent exploité. Ceux qui ont quitté leur campagne pour venir travailler en ville, espérant améliorer leur sort, vont souvent se retrouver dans la misère avec des salaires très faibles. Le Jean-Baptiste Gagné-Petit va donner le prototype du francophone. Le mouvement syndical existe à peine et les ouvriers sont sans défense face au patron. Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, les ouvriers travaillent 6 jours semaine et un minimum de 10 heures par jour. Il ne restait donc qu'une seule journée pour le repos. Mais quel repos! Il fallait qu'il aille à la messe le dimanche et souvent les femmes travaillaient. Et cette journée-là, elles devaient faire tout le ménage. Les conditions de travail étaient souvent très pénibles. On ne pouvait pas quitter son travail au cours de la journée sans être pénalisé. Si on brisait quelque chose, on était pénalisé aussi. Et si un ouvrier quittait son emploi sans avoir averti son patron 15 jours à l'avance, il perdait automatiquement une partie de son salaire. Des enfants de moins de 12 ans qui travaillent surtout dans des usines de fabrication de cigares. Les règlements permettaient que l'on enferme les enfants désobéissants ou chahuteurs. Si un enfant brisait un cigare, il était pénalisé. Il devait payer une amende. Ainsi, après une semaine de 60 heures de travail, certains enfants devaient de l'argent à leur patron. Ce qui a détourné cette émigration vers la Nouvelle-Angleterre, c'est l'effervescence, c'est le bouillonnement de l'industrialisation et de la création d'emplois dans un contexte urbain très bien rémunéré et dans des villes, encore une fois, qui étaient modernes, qui étaient marquées par le progrès et ainsi de suite. Les années 1870 sont marquées par une profonde récession, ce qui va inciter encore plus de gens à émigrer. En 1880, on évalue à environ 800 000 le nombre de Canadiens français établis en Nouvelle-Angleterre. Et pour la seule décennie 1880-1890, il y en a 150 000 qui quittent le Québec pour la Nouvelle-Angleterre. Considérez qu'en un siècle environ, en gros, entre 1830 et 1930, il y a eu près d'1 million de Québécois qui ont émigré aux États-Unis. Qu'il est douloureux de voir chaque année un grand nombre de jeunes Canadiens français passer aux États-Unis pour y faire, on peut le dire, le pénible métier d'esclave. Tandis que le pays manque de bras pour défricher les forêts immenses qui nous environnent encore de toutes parts. Là-bas, ces gens-là vivent un peu en ghetto. Ils ont leurs propres écoles, leurs propres journaux, leurs propres églises. Ils conservent la langue française. Et ça va déplaire à un certain nombre d'Américains. Les Canadiens français sont à la Nouvelle-Angleterre ce que les Chinois sont à la Californie. Leur moralité est d'un degré plus bas. Ils achètent moins de choses nécessaires à la vie et leur seul but semble être d'enlever le plus d'argent possible au pays. Ils ne veulent pas faire instruire leurs enfants et quand on les oblige d'envoyer leurs enfants aux écoles, ils s'en vont dans une autre localité. Les Franco-Américains déploieront jusqu'au début du XXe siècle et plus tard encore de grands efforts pour maintenir leur culture et leurs liens avec le pays natal. Mais très peu d'entre eux reviendront au Québec. La prospérité et le travail créent de nouveaux liens. Avec le temps, ils se fondront dans le melting pot américain et l'assimilation sera consommée. L'émigration aux États-Unis a suscité une très grande inquiétude parmi les élites québécoises. Et ça a été une des racines du nationalisme québécois qui a commencé à s'affirmer au lendemain de l'acte d'union, à partir des années 1840-1850. Ça a été un de ces carburants extrêmement importants. Cette hémorragie qui était pratiquée dans le corps de la nation et ainsi de suite. L'Ouest attire de plus en plus de colons venus de l'Ontario. Pour eux, ces territoires sont le prolongement naturel de leur province. Ils trouvent normal que ces terres leur soient destinées. L'ouverture du Manitoba à la colonisation
va engendrer un problème extrêmement grave. La majorité de la population, ce sont des métis francophones. Le fédéral, qui est propriétaire du terrain depuis 1869, va envoyer des arpenteurs qui, eux, ne tiendront pas compte de l'occupation des terres par les métis. Il y aura un mécontentement énorme. Ces métis-là ont peur de perdre leurs terres. Il y a un jeune métis qui est très instruit. Il est venu suivre des cours à Montréal. Il a vécu à Montréal un certain temps. Il est retourné chez lui là-bas. Il s'appelle Louis Riel. Riel est le chef incontesté des Métis, qu'il considère comme une nation dont les droits sont bafoués. Louis Riel va mettre sur pied un genre de gouvernement provisoire, va s'emparer du Fort Garry, et là, on va craindre pendant un certain temps que des colons anglais tentent de s'emparer du fort. Le gouvernement canadien va envoyer des soldats pour rétablir l'ordre. Louis Riel sera obligé de s'exiler aux États-Unis, au Montana. C'est sûr que tout ce que Riel représentait dans le Manitoba allait à l'encontre de la vision de l'Ouest de cette communauté anglophone. C'est-à-dire, ils avaient beaucoup de mal avec les habitudes économiques, évidemment, des Amérindiennes, mais les Métis aussi. En 1876, soit 9 ans après l'entrée en vigueur de la Confédération, le gouvernement fédéral adopte une loi extrêmement importante concernant les Amérindiens. C'est la loi des Indiens. En vertu de cette loi-là, on va créer des réserves où on va parquer les Amérindiens pour les protéger des Blancs. Il est né là, le problème indien. Il n'y en avait pas avant. Avant, il y avait un fait indien, mais il y a eu un problème indien avec la naissance d'une loi qu'on appelle la loi sur les Indiens. Et on a voulu les régir, obtenir les terres de l'Ouest un peu plus. Et les Autochtones ont perdu tout leur sens juridique et ont dû se plier à cette loi presque esclavagiste, une loi anticonstitutionnelle, en tous les cas, qui va à l'encontre de ce que la Constitution dit, une loi qui faisait des Autochtones des gens, des prisonniers de leur propre réserve, et qui ne pouvaient même pas sortir, aller visiter leurs parents dans une autre réserve, sans obtenir une permission de l'agent des affaires indiennes, qui, lui, interprétait la loi comme il le voulait. Bien sûr, il était nommé par le gouvernement. Les Orangemen, c'est une période très, très raciste dans l'histoire d'Ontario. On va faire revenir Louis Riel, qui va prendre la direction d'un corps armé. Cette fois-ci, le gouvernement MacDonald prend les grands moyens. Il envoie un corps expéditionnaire nombreux, avec des chefs expérimentés et un équipement dernier cri, canons, mitrailleuses. Après quelques succès de guérilla, Riel commet l'erreur d'engager une bataille rangée à Batoche, en Saskatchewan. Écrasés sous le nombre, ces hommes se dispersent. 8 chefs amérindiens capturés sont jugés et pendus. Riel sera arrêté. On va lui faire un procès. Tous les jurys sont de langue anglaise, ainsi que le juge. En conséquence, Riel sera condamné à être pendu. On va faire appel à la clémence du gouverneur général. On va faire appel aux ministres canadiens-français qui sont autour de John A. Macdonald, mais John A. Macdonald n'acceptera pas. Et il dira, même si tous les chiens du Québec aboient, Riel sera pendu. Et Riel, effectivement, est pendu le 16 novembre 1885. Ah ben oui, ils étaient sûrement très, très contents d'avoir terminé avec un bonhomme comme Louis Riel, qui les avait embêtés pendant 15 ans. Ça prend très peu de temps avant qu'on apprenne à Montréal que Riel a été pendu. Et à ce moment-là, les commerces ferment. Les gens abordent des signes de deuil. À Québec, le soir même, 15 000 personnes se réunissent pour protester contre cette exécution-là. À Montréal, le dimanche suivant, 50 000 personnes, malgré le fait qu'il fasse froid, se réunissent au Champ de Mars pour écouter des orateurs. Des orateurs qui vont dire « Mon frère Riel est mort ».
Défenseur des opprimés et martyr, ou aventurier à l'esprit instable, Riel a été un homme énigmatique, plein de contradictions. Un personnage historique qui demeurera à jamais controversé. Honoré Mercier va récupérer l'indignation des francophones. Il va fonder un nouveau parti au sein duquel on va retrouver des conservateurs et des libéraux. Les Pandards vont être exclus. Et ce nouveau parti-là, le Parti national, sera peut-être le premier à parler d'indépendance du Québec.